le plus jeune fils de Christopher Reeve, n'avait que 3 ans lorsque son père a été victime d'un accident catastrophique qui a mis fin à sa carrière et à sa vie. Aujourd'hui, alors que 29 ans se sont écoulés, son fils a révélé une histoire troublante sur les événements qui se sont réellement déroulés ce jour-là. Est-il possible que l'histoire soit plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer? Pour le découvrir, restez à l'écoute. Personne n'aurait pu imaginer que Christopher Riley, célèbre pour avoir réalisé ses propres cascades, finirait par se retrouver en fauteuil roulant. Il a commencé à s'intéresser au métier d'acteur très tôt, à l'âge de 9 ans, et a poursuivi ses études à l'Université de Cornell et à la célèbre Juilliard School of the Arts. En 1976, il fait ses débuts à Broadway. Mais c'est son interprétation de Superman en 1978 qui le propulse au premier rang de l'industrie du divertissement. Au cours de 3 suites, Reeve a continué à jouer le personnage, devenant finalement le visage du super-héros légendaire. Reeve a reçu le prix de l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision, BAFTA, pour la révélation la plus prometteuse dans un rôle de premier plan pour son interprétation de Superman. Il a utilisé l'expression « l'occasion la plus proche que j'ai eue de jouer », un rôle classique au cinéma, pour décrire l'expérience qu'il a vécue en jouant Superman. Il a estimé qu'il s'agissait de l'expérience la plus proche d'un rôle légendaire. La célébrité de Reeve lui a non seulement permis d'entrer dans le monde de la philanthropie, mais aussi dans celui d'Hollywood. Grâce à ses contributions à la fondation Make-A-Wish, à ses visites aux enfants en fin de vie et à sa participation au conseil d'administration de Save the Children. Il a mis sa célébrité au service de diverses causes. Lors des Jeux olympiques spéciaux de 1969, il a même été entraîneur pour l'épreuve d'athlétisme aux côtés d'O.J. Simpson. La vie de Reeve a pris un triste tournant en 1995 lorsqu'il a été impliqué dans un accident d'équitation qui l'a laissé paralysé à partir du cou. Cette blessure met un terme à sa carrière d'acteur, bien qu'il ait accompli beaucoup de choses et qu'il soit très populaire. Malgré sa réputation d'audacieux et ses prouesses athlétiques, Reeve est incapable de jouer ou même de se déplacer sans assistance, ce qui modifie irrévocablement le cours de sa vie à partir de ce moment-là. Reeve a entamé une relation avec Gay Exton, cadre dans le secteur du mannequinat, au début de sa carrière, alors qu'il se trouvait en Angleterre pour le tournage des films de Superman. Depuis, leur relation a duré 10 ans. Bien que leur relation ait été semée d'embûches, Reeve est resté avec elle lorsqu'il a appris qu'elle attendait un enfant. Ils ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Matthew Exton Reeve, en décembre 1979, puis leur deuxième enfant, une fille nommée Alexandra, en décembre 1993. Bien que leurs 2 enfants soient nés à Londres, Reeve et Exton étaient déjà parvenus à une séparation à l'amiable en février 1997, et ils s'étaient mis d'accord pour partager la garde de leurs enfants. Reeve est retourné à New York pour reprendre sa vie en main. En juin 1987, il a eu l'occasion de rencontrer Dana Morosini, une actrice et chanteuse, alors qu'il assistait au festival de théâtre de Williamstown et qu'il la regardait jouer. Bien qu'ils vivent ensemble depuis 1991, Reeve a du mal à accepter l'idée de se marier. Cela est dû au divorce douloureux qu'ont vécu ses parents et au mariage raté dont il a été témoin dans sa famille. Après avoir frôlé la rupture, Reeve a suivi un traitement afin de surmonter ses angoisses liées à l'engagement. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il a demandé Dana en mariage à un moment imprévu. En avril 1992, le couple se marie lors d'une cérémonie qui se déroule à l'extérieur, dans une ferme de South Williamstown, dans l'État du Massachusetts. Le 7 juin 1992, ils ont accueilli leur fils. William Elliott Will Reeve. Le père de Will est devenu invalide à la suite d'un accident survenu alors qu'il montait à cheval. Will n'avait alors que 3 ans. Alors que Christopher Reeve s'entraînait pour son rôle dans Anna Karenine en 1945, il a découvert qu'il avait un penchant pour l'équitation. Il surmonte progressivement son allergie aux chevaux. Bien qu'il ait été allergique aux chevaux dans le passé et qu'il ait eu besoin d'antihistaminiques à chaque fois qu'il y participait. Un nouveau centre d'intérêt qui lui a apporté beaucoup de bonheur et qui est devenu une partie importante de sa vie. En 1989, il avait déjà commencé à participer à des compétitions de concours complets, un sport qui combine le saut d'obstacles, le cross-country et le dressage.
L'événement tragique qui allait changer le cours de sa vie s'est produit en 1995 à la suite de ce comportement. Le voyage que Reeve avait entrepris à cheval n'avait pas été exempt d'aléas. En 1987, il s'est cassé 3 côtes lors d'un accident survenu alors qu'il montait à cheval. En outer, il s'est blessé à la jambe en faisant du ski lorsqu'il était adolescent. Lors d'une apparition au Tonight Show en mars de cette année-là, il fait des blagues sur ses accidents, mais il ne sait pas que ces mésaventures sont le précurseur de quelque chose de bien plus grave. En 1994, alors que Reeve travaille sur le film Village of the Damned, il achète un cheval pur sang américain nommé Eastern Express, âgé de 12 ans et surnommé Buck. Pendant près d'1 an, il s'entraîne avec Buck dans le but de concourir au niveau de l'entraînement en 1995, puis de passer au niveau préliminaire en 1996. Au départ, Reeve envisage de participer à une compétition qui se déroulera dans le Vermont. Mais son entraîneur réussit à le convaincre de participer au final de la Commonwealth Dressage and Combined Training Association, qui se déroule au Commonwealth Park Equestrian Center à Culpeper, en Virginie. La compétition de dressage a été un succès pour Reeve, qui a terminé 4e sur un total de 27 participants. Alors qu'il marchait sur le parcours de cross-country, il a remarqué qu'il y avait quelques sauts difficiles, mais il n'a pas beaucoup réfléchi au 3e saut, qui était une clôture apparemment routinière de 3 pieds 3 pouces de haut et en forme de W. Le 27 mai 1995, la vie de Reeve est irrémédiablement bouleversée. Lorsque Buck, son cheval, s'est approché du 3e saut, il a décidé de ne pas le faire à la toute dernière seconde, ce qui a fait tomber Reeve en avant. Ses 2 mains s'en mêlent dans les rênes, ce qui l'amène à retirer la bride du cheval et à la mordre. Soudain, Reeve a été projeté de l'autre côté de la clôture et a atterri sur la tête. Le choc a provoqué la rupture de ses premières et 2e vertèbres cervicales, malgré le fait qu'il portait un casque et un gilet de sécurité. Presque immédiatement, il est devenu paralysé à partir du cou et sa respiration s'est complètement arrêtée. En l'espace de quelques minutes, des ambulanciers sont arrivés et ont immédiatement commencé à lui administrer des traitements vitaux afin d'insuffler de l'air dans ses poumons. Le transport initial de Reeve s'est fait vers un centre médical proche. Avant d'être transporté par hélicoptère au centre médical de l'Université de Virginie, il avait perdu tout souvenir de l'accident. 5 jours après avoir été lourdement sédaté et incohérent, Reeve a repris pleinement conscience. Cela lui a permis de se remettre de son état. Son médecin a indiqué que l'incident avait causé des dommages substantiels à sa moelle épinière en détruisant la première et la 2e vertèbre cervicale en raison de la blessure. Les perspectives étaient extrêmement catastrophiques. Reeve devait utiliser un ventilateur pour respirer car il était paralysé à partir du cou. À la suite de cette information, la première réaction de Reeve a été le désespoir. Il avait l'impression que sa vie était terminée et il était convaincu qu'il deviendrait un fardeau pour sa famille. Il a dit à sa femme, Dana, qu'il fallait peut-être me laisser partir parce qu'il était tellement accablé. Dans sa réponse, Dana a fait preuve à la fois de compassion et d'une détermination sans faille. Tout en pleurant, elle l'a rassuré en lui disant qu'elle resterait à ses côtés quel que soit le choix qu'il ferait. Mais elle a aussi répété qu'elle l'aimait et qu'elle l'acceptait tel qu'il était. Pour le réconforter, elle poursuit en disant « Si tu veux toujours mourir dans 2 ans, nous pourrons reconsidérer la question. » Ces remarques ont eu une influence considérable et, avec l'encouragement de ses enfants et d'autres proches, Reeve a donné son accord pour subir une intervention chirurgicale et un traitement contre la pneumonie. Il n'a plus jamais envisagé l'idée de l'euthanasie. L'ensemble du processus de rétablissement de Reeve a été marqué par des souffrances physiques et mentales. Dans l'unité de soins intensifs, il se retrouvait souvent seul la nuit, ruminant le chemin difficile qui s'ouvrait devant lui, alors qu'il se préparait à subir une intervention chirurgicale en juin 1995 pour stabiliser sa colonne vertébrale. Il savait qu'il n'y avait que 50% de chances qu'il survive au traitement. Cela lui a fait vivre un moment très déprimant. Alors qu'il était au plus bas, la porte de sa chambre s'est soudainement ouverte et un homme vêtu d'une blouse chirurgicale et d'un chapeau bleu est entré précipitamment. Il parlait avec un fort accent russe. L'homme annonce qu'il est proctologue et qu'il va procéder à un examen rectal.
Il s'agissait de Robin Williams, qui jouait le même personnage qu'au cours des 9 mois précédents. Reeve rit pour la première fois depuis l'accident. Un bref moment de divertissement qui lui donne un regain d'optimisme. Ce qui suit est un extrait de l'autobiographie de Reeve, Still Me, qu'il a écrite plus tard. Mon vieil ami m'a aidé à savoir que, d'une manière ou d'une autre, j'allais m'en sortir. Letter John A. Jane est le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur Reeve. Pour soutenir les vertèbres de son cou, il a utilisé des greffons osseux et des fils prélevés sur la hanche de Reeve. Afin de stabiliser la colonne vertébrale, une broche en titane a été implantée avec succès et les vertèbres ont été fusionnées avec le crâne. Malgré le succès du traitement, la convalescence de Reeve s'annonce difficile. Après un séjour d'1 mois à l'hôpital, il a été transféré au centre de rééducation Kessler à West Orange, dans le New Jersey, où il est resté 5 mois au total. Là, on lui a appris à utiliser un fauteuil roulant électrique, Sip and Puff, qui lui permettait de se déplacer en soufflant de l'air à travers une paille. Il utilisait ce fauteuil roulant pour se déplacer. Il est difficile pour Reeve d'accepter la réalité de sa nouvelle vie. Au début, même les activités les plus quotidiennes, comme prendre une douche ou s'asseoir dans un fauteuil roulant, lui faisaient peur. Néanmoins, au fil du temps, il a commencé à nouer des relations avec d'autres patients et a acquis une profonde estime pour le personnel du Kessler Healthcare Center. Grâce à ces relations, il a commencé à se reconnaître comme membre de la communauté des personnes handicapées et a accepté avec enthousiasme le défi de mener une vie différente. Pendant les premiers mois qui ont suivi sa blessure, Christopher Reeve était complètement dépendant d'un ventilateur, relié à son système sanguin par un tube de trachéotomie, pour respirer. Après avoir suivi une thérapie intensive pendant un certain temps, il est finalement devenu capable de respirer seul pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 90 minutes à la fois. Grâce à sa détermination, Reeve a pu prévenir l'ostéoporose et l'atrophie musculaire en s'engageant dans des séances d'entraînement quotidiennes d'une durée de 4 à 5 heures. Il utilisait des appareils qui stimulaient ses muscles. Il était fermement convaincu qu'il pourrait éventuellement réparer son système neurologique grâce à l'application d'une thérapie physique vigoureuse. La détermination acharnée de Reeve a été récompensée. En 2000, il a commencé à retrouver un peu de mouvement dans ses doigts et, en 2002, il a pu ressentir des sensations thermiques sur 65% de son corps. Les professionnels de la santé ont été stupéfaits par sa réussite et ont attribué ses progrès à la routine qu'il a suivie avec discipline. Reeve est retourné dans sa maison de Point Ridge, dans l'État de New York, au mois de décembre de l'année 1995. Ce n'est pas par obligation envers les autres, mais plutôt parce que la vie a retrouvé un sens pour lui, qu'il exprime son bonheur d'être en vie 2 ans après l'accident dont il a été victime. Il était déterminé à tirer le meilleur parti de sa nouvelle situation, malgré le fait qu'il aurait besoin de soins 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie. Il était accompagné d'un groupe de 10 infirmières et assistants à ses côtés. Bien que la catastrophe ait d'abord laissé Reeve dans un état de dévastation totale, sa détermination s'est renforcée avec le temps. Le militantisme, le cinéma, l'écriture, l'art oratoire et la paternité sont autant de domaines dans lesquels il consacre son temps et son énergie. Lors d'une interview en 1998, Reeve s'est interrogé sur le sujet. Qui sait pourquoi un accident se produit? Ce que vous faites maintenant est la chose la plus importante. Une phase de choc est suivie d'une période de deuil, caractérisée par la confusion et la perte. À l'issue de cette période, 2 options s'offrent à vous. L'alternative est de ne rien faire, sauf regarder par la fenêtre et se désintégrer progressivement. Et l'autre est de rassembler toutes vos ressources, quelles qu'elles soient, et de les mettre à profit pour accomplir quelque chose de constructif. C'est la voie que j'ai choisie. Bien qu'il ait été encouragé à prier par des personnes bien intentionnées, Reeve n'a pas trouvé de réconfort dans les pratiques religieuses. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi, écrit-il à un moment donné. Bien que j'aie subi une fracture du cou et que je sois devenu paraplégique, probablement pour le reste de ma vie, je n'avais pas encore découvert Dieu. Au contraire, il a continué à s'efforcer de mener une vie pleine de sens, malgré les limites imposées par sa condition physique. La carrière d'acteur de Reeve s'est poursuivie au-delà de l'accident, ce qui constitue un revirement remarquable.
Le fait qu'il ait interprété un policier paralysé dans le film Above Suspicion de HBO juste avant son accident semble presque prophétique. Au cours de sa préparation pour le rôle, il a passé du temps dans un centre de réadaptation, où il a pu comprendre ce qu'était la vie d'une personne paralysée. Ce n'est qu'une semaine après la sortie du film qu'il a connu le même sort que son personnage. Bien que Reeve ait tenu des rôles importants dans des films tels que Kidnapped et Tell Me True, ces deux projets ont finalement été abandonnés en raison de sa blessure. Sa carrière ne s'est toutefois pas arrêtée là. En 1996, un an à peine après avoir été paralysé, Reeve a reçu un Emmy Award pour une émission spéciale d'information exceptionnelle. Ce prix lui a été décerné pour son travail de narrateur dans le film de HBO Without Pity, qui traite des capacités. Reeve a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film In the Gloaming de HBO, sorti en 1997. Le film réunit une pléiade de stars, dont Robert Sean Leonard, Glenn Close, Whoopi Goldberg et Bridget Fonda. Le film a été acclamé par la critique, ce qui lui a valu 4 Cable Ace Awards et 5 nominations aux Emmy Awards, dont l'un pour la réalisation exceptionnelle d'une mini-série ou d'une émission spéciale. L'incroyable résilience et le dévouement à son métier dont a fait preuve Christopher Reeve sont tout à fait remarquables. La tragédie qu'il a endurée s'est transformée en un récit d'espoir et de persévérance. Et il a non seulement défié les attentes, mais aussi prospéré. Bien que Christopher Reeves ait continué à travailler dans l'industrie du cinéma, il a également été très actif dans la communauté des activistes. En 1995, Christopher Reeves quitte le centre de réadaptation Kessler, motivé par les autres patients qu'il a vus pendant son séjour. Comme il était continuellement couvert par les médias, il a décidé d'utiliser son identité pour attirer l'attention sur les lésions de la moelle épinière. La Convention nationale du Parti démocrate et les Jeux paralympiques se sont tenus à Atlanta en 1996, et il a été l'hôte de ces deux événements. Pour donner des conférences, il a voyagé dans tout le pays. Le 26 août 1996, il a fait la couverture du magazine Time en reconnaissance de ses efforts. Lorsque Reeves a tenté pour la première fois d'influencer la législation sur l'invalidité, il a soutenu un projet de loi présenté en 1997 dans le but d'augmenter le plafond à vie des indemnités d'assurance d'1 million de dollars à 10 millions de dollars par personne. Les personnes qui ont subi des blessures catastrophiques et qui n'ont qu'une seule couverture d'assurance bénéficient généralement d'un plafond d'1 million de dollars qui ne dure que quelques années. Bien que la loi ait été rejetée par une faible marge, Reeves ne l'a pas été. En 1999, il a soutenu la loi sur l'amélioration des incitations au travail, Work Incentives Improvement Act, qui permet aux personnes de continuer à percevoir des indemnités d'invalidité même après avoir retrouvé un emploi. Cette mesure particulière a été adoptée avec succès. L'American Paralysis Association a élu M. Reeves au poste de président et la National Organization on Disability l'a élu au poste de vice-président. M. Reeves a siégé au conseil d'administration de diverses organisations qui tentent d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Le Centre de recherche Reeve-Irvine, qui est actuellement considéré comme l'une des installations de recherche sur la moelle épinière les plus prestigieuses au monde, a été créé par lui et Joanne Irvine Smith en tant que cofondateur. Lors de la fusion qui a eu lieu en 1999, l'American Paralysis Association et une autre fondation créée par Christopher Reeve ont été regroupés au sein de la Christopher Reeve Foundation. La mission de cette fondation est d'accélérer la recherche en fournissant un soutien financier et d'utiliser les subventions pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Depuis sa création, la Fondation a consacré plus de 65 millions de dollars à la recherche et plus de 85 millions de dollars à des subventions visant à améliorer la qualité de vie. Une déclaration de l'Université de Californie à Irvine concernant Christopher Reeve indique que dans les années qui ont suivi sa blessure, Christopher a fait plus que toute autre personne avant ou après lui pour soutenir la recherche sur les lésions de la moelle épinière et d'autres maladies neurologiques. Mais à travers tous ces événements, Will Reeves ne comprend pas complètement ce qui s'est passé avec son père. En revanche, son demi-frère Matthew et sa sœur Alexandra comprennent la situation de manière satisfaisante. En grandissant,
Will a découvert que son père était handicapé, et il en est venu à l'accepter et à l'aimer malgré cela. Le jeune Reeve garde de nombreux souvenirs de ses deux parents. Non seulement il l'a vu jouer au hockey, mais il l'a aussi vu pratiquer d'autres sports. Son père et lui étaient tous deux passionnés de sport. Christopher est décédé en 2004 à l'âge de 52 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. 8 ans après avoir vécu une vie extraordinaire alors qu'il était confiné dans un fauteuil roulant depuis sa naissance. Avant de vaincre son allergie aux chevaux, Reeves avait une allergie aux chevaux, si vous vous souvenez bien. Dès son plus jeune âge, il a été confronté à des problèmes similaires. À l'âge de 16 ans, on a diagnostiqué chez lui une alopécie areata, une maladie qui provoque la chute de plaques de cheveux. Pendant une grande partie de sa vie, il a pu contrôler cette maladie en peignant les plaques et, grâce à ses efforts, elle a souvent été en rémission. Mais lorsqu'il a joué dans les 3e et 4e films de Superman, son état s'est détérioré au point que Reeve a dû porter une perruque pour cacher le fait qu'il perdait ses cheveux. La gravité de l'alopécie s'est accrue après sa paralysie et il a finalement décidé de se raser le crâne malgré son état. Tout au long de sa vie, Reeve a souffert de graves réactions indésirables à plusieurs médicaments. Alors qu'il recevait un traitement à l'Institut de réadaptation Kessler, il a expérimenté un nouveau médicament destiné à réduire les dommages causés à sa moelle épinière. Il a eu une réaction anaphylactique presque fatale à la suite de l'administration de ce médicament, qui a provoqué l'arrêt des battements de son cœur. Dans ses mémoires, Reeve a décrit une expérience extracorporelle remarquable. Il a déclaré qu'il s'était vu allongé sur le lit, immobile, tandis que le personnel médical tentait désespérément de le sauver. Reeve a fait cette déclaration en référence à sa rencontre. Dans ses écrits, il décrit comment le bruit et l'agitation se sont progressivement atténués, comme si quelqu'un baissait doucement le niveau. Après avoir reçu une dose d'épinéphrine au moment opportun, Reeve a été ramené à la vie et stabilisé plus tard dans la nuit. Au début du mois d'octobre 2004, Reeve était traité pour une escarre infectée qui s'est ensuite transformée en septicémie, une maladie potentiellement mortelle qu'il avait déjà connue à plusieurs reprises par le passé. Il a fait ce qui allait être sa dernière apparition publique le 4 octobre, au Rehabilitation Institute of Chicago, où il a parlé avec éloquence des progrès réalisés dans la recherche et le traitement des lésions de la moelle épinière. Le 9 octobre, quelques jours avant la date prévue, Reeve est allé voir son fils Will jouer au hockey. Au cours de cette soirée, Reeve a subi un arrêt cardiaque après avoir été traité avec un antibiotique contre l'infection. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Northern Westchester de Mount Kisco, dans l'État de New York, après être tombé dans le coma. Bien que le personnel médical ait fait tout ce qu'il pouvait, Reeve est décédé le 10 octobre 2004, 18 heures après avoir commencé son travail. Bien qu'aucune autopsie n'ait été pratiquée, l'épouse de Reeve, Dana, et son médecin, John McDonald, ont estimé qu'une mauvaise réaction à l'antibiotique avait joué un rôle important dans son décès. Le départ de cette personne a marqué la fin d'une vie exceptionnelle, pleine de victoires, d'obstacles dépassant l'imagination et d'un dévouement infatigable à l'amélioration de la vie des personnes handicapées. Will venait d'avoir 11 ans lorsque son père est décédé, et sa famille était encore en deuil lorsque les événements insondables se sont produits. Bien qu'elle n'ait jamais fumé, la mère de Will, Dana Reeve, a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon. Elle avait consacré sa vie à prendre soin de son mari tout en étant une mère formidable pour Will. Malgré tous ses efforts, Dana n'a pas pu reprendre le chant en raison d'une toux persistante qui l'empêchait de s'entraîner. Sa toux était le signe d'un cancer du poumon à son 4e stade et elle n'y a pas survécu. En mars 2006, Dana est décédée inopinément, 17 mois seulement après le décès de son mari. Will est devenu orphelin à l'âge de 13 ans, où il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer à ce moment précis, mais il était certain qu'il souffrait d'une sensation de brûlure à l'intérieur. À l'âge de 32 ans, il a exprimé ouvertement ses émotions à ce même moment. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement seul, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, les 3 enfants de la légende du cinéma, Matthew, 44 ans, Alexandra, 40 ans, et Will, 32 ans, ont travaillé ensemble pour montrer la vie que leur père a vécue sur grand écran dans le nouveau documentaire révélateur,
Superman, l'histoire de Christopher Reeve. La vie et l'héritage de Christopher Reeve, surtout connu pour son interprétation emblématique de Superman dans les années 1960 et 1980, sont évoqués dans le documentaire. La vie de Christopher Reeve a été marquée par la résilience et un impact profond. Depuis ses débuts en tant qu'acteur prometteur à Juilliard jusqu'à son travail révolutionnaire en tant que réalisateur et activiste. Même s'il semblait être un héros de la vie réelle, c'est la façon dont il a géré sa vie après sa chute de cheval en 1995, qui l'a laissé paralysé à partir du cou, qui a eu le plus grand impact sur ses enfants, a déclaré Will à propos de l'héritage de son père. L'héroïsme, c'est bien plus que la force superficielle et cette image brillante, a déclaré Will à propos de l'héritage de son père. Il s'agit d'être intègre, d'être là pour sa famille, de survivre dans les moments difficiles et de garder son enthousiasme pour la vie. C'était notre père. Will s'est souvenu du moment où ils ont tous dû lui dire au revoir dans un enregistrement diffusé mardi dans l'émission Good Morning America. Il affirme que je lui ai dit que je l'aimais. Je ferai tout ce que je pourrais pour qu'il soit fier de moi. S'exprimant sur leurs adieux déchirants, Alexandra a déclaré « Dana est arrivée en volant et elle a crié « Je t'aime, je t'aime ». Encore et encore, en s'assurant qu'il pouvait entendre, qu'elle allait le rejoindre, parlant franchement de la perte déchirante qu'il a subie en tant que jeune adolescent à la mort de sa mère, Will admet dans le documentaire. Malgré l'amour et la sécurité que mes frères et sœurs m'ont apporté, que ma famille m'a apporté et que ma famille adoptive m'a apporté, c'est à ce moment-là, le 6 mars 2006, que j'ai emménagé chez nos chers voisins qui m'ont donné l'impression d'être un enfant. J'ai emménagé chez nos chers voisins, qui étaient nos meilleurs amis, et il a expliqué ce qui s'est passé ensuite. C'est une expérience improbable et fantastique qui dure depuis une vingtaine d'années. Depuis, je vis seul. Will a poursuivi en disant que tout le monde s'était mobilisé pour lui, décrivant la situation comme une situation où tout le monde a mis la main à la pâte. Et il a également mentionné que ses grands-parents maternels, Charles et Helen Marini, qui étaient incroyablement indispensables, faisaient partie de la situation. Will a déclaré que nous avions la chance de vivre dans une communauté très unie et que nous avions de nombreux groupes d'amis, de professeurs, d'entraîneurs, de personnes du passé et du présent, qui contribuaient tous de la manière qu'ils pouvaient. Will reconnaît qu'il y a des jours où la colère fait surface, mais la plupart du temps, il est toujours reconnaissant à la communauté de s'être mobilisée autour de lui. Dans le court laps de temps que j'ai passé avec mes parents, ils m'ont élevé d'une manière normale, humaine et fondée, ce qui me permet d'avoir une approche saine de tout ce que la vie vous réserve, dit-il en affichant un sourire éblouissant qui rappelle instantanément aux gens son père. Imaginez ce que Will Reeves a ressenti lorsque sa mère a disparu. Parfois, je gère bien les choses, et parfois les mots de 4 lettres existent pour une raison, dit-il. Lorsqu'il était enfant, il était particulièrement proche de sa mère. Lorsqu'elle ne s'occupait pas inlassablement de son mari, elle conduisait Will à d'innombrables jeux et événements sportifs. Depuis le décès de leur père, Will et ses frères et sœurs se sont efforcés de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour honorer l'héritage de leur père, l'une des stars les plus appréciées d'Hollywood. Will a exprimé sa fierté à l'égard du projet en déclarant à Robin Roberts, animatrice de Good Morning America, « Il y a une histoire universelle là-dedans. Il ne s'agit pas d'une personne célèbre, mais d'une famille. Nous avons eu des parents humains qui ont accompli des choses surhumaines. Le nouveau film donne un aperçu rare de sa vie en coulisses, notamment de sa relation difficile avec son père professeur et de sa décision de quitter sa compagne Gay Exton, avec laquelle il a eu ses 2 premiers enfants, Matthew et Alexandra. L'histoire est celle d'un être humain. Will a lu un extrait de l'un des carnets de sa mère lors d'une précédente visite à l'émission Good Morning America. L'extrait révèle qu'elle était très affligée lorsque Christopher est décédé en 2004. Il met également en lumière la façon dont Dana s'est battue pour qu'elle continue, à vivre malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées après la blessure de Christopher. J'ai étudié la différence entre la solitude et l'isolement. Raconter l'histoire de ma vie aux serviettes blanches et propres, sortie chaude du sèche-linge et serrée contre ma poitrine. Triste substitut d'un corps serré contre moi, a lu Will.
expliquant que sa mère cherchait du réconfort dans les serviettes chaudes à la sortie du sèche-linge. Il a continué à lire « Ce sont ses mains qui me manquent le plus. Même maintenant, leur grâce expressive et leur poids, la chaleur de ses mains sur ma peau, l'enveloppement de ses bras, deux qui ne font plus qu'un. » Will dit « C'est ce qu'elle vivait. » Après avoir fini de lire l'article, je porte la pile de serviettes à l'étage en les prenant délicatement dans mes bras pour ne pas les laisser tomber. Cependant, Will a révélé qu'il avait reçu un soutien extraordinaire de la part de sa famille et de ses amis. J'ai emménagé chez nos voisins bien-aimés qui étaient nos meilleurs amis. Et cela a été une expérience extraordinaire et improbable pendant près de 20 ans, explique-t-il. Ses demi-frères et sœurs aînés, Matthew et Alexandra, ont également fait partie intégrante de sa vie, jouant le rôle de figure parentale autant que de frères et sœurs. Les 3 enfants de l'acteur sont ravis de partager un aperçu de la vie privée de leur père, avant et après l'accident, dans le nouveau documentaire, qui sera diffusé uniquement dans certains cinémas le 21 septembre. Puis le 25 septembre, date à laquelle Reeve aurait fêté son 72e anniversaire. Will, qui avait presque 3 ans au moment où son père a été blessé, dit de Dana Reeve: « Ma mère était peut-être la personne la plus spéciale qui ait jamais honoré cette terre. Elle avait une combinaison unique de grâce, de beauté, de compassion, de courage et d'intelligence. » Alexandra, qui a aujourd'hui 40 ans et travaille comme avocate, se souvient de la façon dont sa belle-mère Dana Reeve a informé les enfants avant de les emmener voir Christopher. Elle a expliqué qu'elle nous avait fait descendre en disant « Cela va vous paraître vraiment effrayant. » Mais il est toujours là. Les 3 enfants s'accordent à dire que Dana a été le ciment qui a permis à la famille de rester unie après l'accident. Les enfants de Christopher se souviennent également de la première fois qu'ils ont parlé à leur père après son accident équestre de 1995 qui l'a laissé paralysé. « Vous pouvez tenir sa main, et il y a des machines dessus, vous savez, et vous pouvez atteindre et tenir ses doigts, » a-t-elle poursuivi, dans un moment déchirant. Matthew Reeve s'est souvenu d'avoir été avec son père avant l'accident. Nous nous sommes dit au revoir et il a fait un signe de la main. C'est la dernière fois que je l'ai vu debout. Son père est décédé peu après l'accident. Will, qui n'était qu'un bambin au moment de l'accident, est aujourd'hui journaliste et militant. Après avoir effectué son stage à Good Morning America et obtenu son diplôme à Middlebury College, Will a obtenu une place dans l'émission SportsCenter d'ESPN et est correspondant pour ABC News depuis 2018. Will a déclaré que sa mère veillait à ce que je sois impliqué autant que possible. Elle l'a fait pour s'assurer que je ne sois pas terrifié en permanence par mon père. Cela incluait d'être toujours près de lui et de le toucher, ainsi que d'aider à soulever ses jambes pour le porter, ce qui est important pour quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière. Will Reeve a ajouté qu'il n'avait pas de conseils à donner à ceux qui vivent une tragédie, mais il insiste sur le fait que l'on peut guérir après la perte d'un être cher. Il dit qu'il y a 5 étapes dans le deuil, allant du déni à l'acceptation, mais que la 6e étape que j'ai apprise est la guérison, et que nous pouvons tous y arriver. La phrase « le deuil est permanent, mais la guérison est possible » est un mantra que j'essaie de suivre. J'essaie de les honorer par la manière dont je traite les autres et par la façon dont je mène ma vie. Un moment émouvant de la bande-annonce du documentaire est celui où Christopher Reeve, que l'on voit dans les images, se souvient que l'amour de Dana Reeve l'a aidé à retrouver la volonté de vivre après sa blessure. « J'ai gâché ma vie et celle des autres », dit-il. La bande-annonce a été publiée par DC Studios le 26 août. Elle présente des images de l'acteur avec sa défunte épouse, Dana Reeve. Christopher Reeve se souvient avoir pensé « Peut-être devrions-nous me laisser partir. » Il ne pourra plus faire du ski, de la voile ou lancer une balle à Will. Il ne pourra pas non plus faire l'amour avec Dana. C'est alors qu'elle a murmuré les mots qui m'ont sauvé la vie. « Tu es toujours toi, et je t'aime. » Dana Reeve a été acclamée pour son travail d'aidante auprès de son mari, depuis son accident jusqu'à sa mort, et elle s'est imposée comme la championne des aidants dans le monde entier. Dans une lettre adressée à ses collègues aidants, qui figure toujours sur le site web de la Fondation Christopher et Dana Reeve, elle écrit « Après l'accident de mon mari, Christopher, il est devenu évident que la paralysie est un problème familial. S'occuper des besoins physiques, émotionnels,
sociaux et économiques de notre famille peut être satisfaisant et gratifiant. Mais s'occuper d'une personne paralysée est un travail auquel nous ne nous attendons pas toujours. Vous vous demandez peut-être en ce moment s'il est difficile de revivre constamment ce passé douloureux. En réponse à votre question, Will a la solution pour vous. Il dit, parler de mes parents, c'est les garder avec moi. Je suis très fier d'être leur fils et de faire partie de cette famille. Réintroduire mes parents auprès des gens qui les aiment et les faire. Connaître à une nouvelle génération qui ne connaît peut-être pas leur histoire. Honnêtement, c'est un privilège de pouvoir les porter avec nous dans cet avenir qui a tant besoin de héros. Les mots de Will nous rappellent que certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, doivent être racontées afin de garder nos proches près de nous. Et puisque nous parlons d'histoires qui n'ont pas été racontées, Jennifer Aniston a enfin rompu le silence sur sa relation avec Brad